Bonjour Yann Alexander. Bonjour Stéphane Royer. Bien, donc nous sommes aujourd'hui rassemblés pour pouvoir évoquer un sujet, un mystère qui s'est déroulé dans le passé en Afrique de l'Est. Et nous allons pouvoir évoquer tout cela. Alors je vais tout d'abord peut-être commencer par me présenter, puisque moi donc je suis Stéphane Royer, je suis impliqué dans l'ufologie depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc je m'y intéresse depuis 40 ans et je fais partie des repas ufologiques, étant le responsable du repas UFO de Paris, l'ancien président de l'association, et j'ai moi-même commis un ouvrage qui s'appelle OVNI nucléaire avec mon compère Didier Gomez sur ce livre. Voilà. Donc effectivement, j'aimerais qu'on puisse approfondir ensemble cette histoire d'un mystère lié à un ovni potentiel qui se serait déroulé effectivement en quelle année ? C'est précisément le vendredi 4 août 1970 et c'était à Saladar, un petit village qui se situait à l'époque en Éthiopie, mais en fait actuellement qui est en Érythrée. Et on va approfondir ce sujet. C'est vrai que le continent africain, finalement, excepté peut-être l'Afrique anglophone et l'Afrique du Nord qui a été étudiée par Gérard Lebas, le Maroc notamment, et puis l'Afrique anglophone avec Cynthia Hind et Elisabeth Klarer. C'est vrai que l'Afrique francophone subsaharienne n'a pas été beaucoup étudiée, et l'Afrique subsaharienne, toute langue confondue, toute aire linguistique confondue, n'a pas été beaucoup étudiée. Et il y a souvent une question qui revient, c'est est-ce qu'il y a des ovnis en Afrique pour les passionnés d'ufologie ou tout simplement les personnes curieuses? Oui, parce qu'on peut dire que les cas africains se comptent sur les doigts d'une main quand on est un ufologue, un passionné d'ufologie et qu'on vit en Europe, et même en France. Tout à fait, c'est vrai que finalement, peut-être que l'histoire, on va dire ufologique, la plus conséquente, la plus importante, la plus connue dans le monde, c'est la fameuse histoire de l'école d'Ariel au Zimbabwe en 1994, avec ses enfants qui voient donc un engin et ses occupants qui viennent à leur rencontre. Ça fait l'objet de 2 documentaires récents, Ariel Phenomenon d'une part, et puis c'est l'un des volets de la série Encounters qui a été diffusé sur Netflix. Mais c'est surtout un cas qui avait été investigué par John Mack, qui était donc un universitaire de Harvard, qui avait eu des problèmes avec l'université d'Harvard parce qu'il s'était intéressé aux abductions, au phénomène des supposés enlèvements extraterrestres. Sujet interdit quand on est psychiatre. Exactement, et qu'il avait refusé de considérer que c'était une simple pathologie, qu'il y avait autre chose derrière, et ça a été finalement tout l'objet de son travail exactement, et tout l'objet de son travail jusqu'à sa mort. Pour ce qui est du cas qu'on étudie là, enfin dont on va parler, donc ça se passe effectivement donc dans l'actuelle Érythrée, mais à l'époque c'est l'Éthiopie, et c'est important de poser le contexte de la région dans laquelle cette histoire se passe. Cette histoire, donc, les gens connaissent très très peu l'Érythrée, évidemment. Les gens connaissent davantage l'Éthiopie, qui réveille beaucoup de fantasmes. Voilà, c'est un pays très parlé il y a des années. Exactement, c'est un pays très particulier. Et puis bon, on a eu des poètes aussi qui ont fait, qui ont baroudé dans ce pays, des poètes français. On a eu beaucoup c'est un pays qui parle un petit peu à la mémoire collective en France. L'Érythrée, presque pas du tout. Presque rien ou pas du tout. Si on parle de l'histoire contemporaine de l'Érythrée a appartenu à l'Empire ottoman de 1868 à 1882. Et en 1882, l'Empire ottoman se disloque et les Italiens vont s'emparer de l'Érythrée. L'Italie est une nation qui, à ce moment-là, est encore un peu en retard sur les autres nations européennes en ce qui concerne les révolutions industrielles. Elle participe quand même à la révolution industrielle, notamment le nord de l'Italie,
Mais chaque grande puissance européenne veut sa part dans le découpage du continent africain. C'est la colonisation européenne, c'est féroce, et chaque puissance veut sa part du gâteau. On a les Belges avec le Congo, on a les Français avec l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique centrale, on a les Espagnols, on a évidemment les Anglais avec le Kenya, toute l'Afrique australe. Donc c'est une région effectivement qui est la proie de puissances qui veulent assouvir leur soif d'exploitation de richesse. Et de prestige, parce qu'en Érythrée, il n'y a pas... il y a de l'or, effectivement. L'or, c'est actuellement contribue pour 40% au patrimoine national brut, au PNB pardon, de l'Érythrée, mais à l'époque, les possibilités d'extraction de l'or ne sont pas aussi évidentes. Donc, on peut quand même parler de prestige, et le but des Italiens, quand ils vont envahir l'Érythrée, c'est d'avoir une porte d'accès à l'Éthiopie voisine et d'envahir l'Éthiopie. Et d'ailleurs, ils vont essayer, via l'Érythrée, d'envahir l'Éthiopie à plusieurs reprises. Ça va être un échec. À plusieurs reprises jusqu'en 1936. Alors là, en 1936, ils vont conquérir l'Éthiopie, qui va donc appartenir à l'Afrique orientale italienne, l'Empire italien. Mais les Italiens, effectivement, c'est une puissance, certes, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fait partie donc de ce qu'on appelle l'Axe, avec l'Allemagne et le Japon, mais opposés donc aux Alliés. Mais ils vont être quand même dans une position de relative faiblesse, et ils vont à un moment donné céder aux Anglais relativement tôt, en 1941. Il va y avoir la signature d'un armistice entre les Anglais et les Italiens en 1942. Et puis ensuite, les États-Unis viennent évidemment, en tant qu'alliés des Anglais, installer leur base en Érythrée. Ce qui va faire qu'au lendemain de la guerre, les États-Unis et l'ONU militent pour un rapprochement, une sorte de fédération entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui sont deux régions très très proches, avec effectivement beaucoup d'échanges interculturels, mais ça reste quand même deux régions distinctes. Pour nous, on s'en rend pas compte, pour les gens qui vivent en Europe, ou même les gens qui vivent ailleurs en Afrique. Je vous mets au défi de reconnaître, de faire la différence entre quelqu'un qui parle amharique et quelqu'un qui parle tigranien. Bon, le tigranien, c'est la langue officielle de l'Érythrée, et l'amharique, c'est la langue officielle de l'Éthiopie. D'accord, donc deux langues officielles différentes, mais est-ce qu'on a les mêmes ethnies qui traversent ces deux pays ? Pas tant que ça. On a quelques ethnies, effectivement, qui se situent justement sur des zones frontalières, et d'ailleurs qui sont revendiquées par chaque pays. Mais effectivement, il y a quand même des différences. Il y a peut-être une plus forte proportion de pratiques musulmanes en Érythrée. Mais cela dit, c'est relatif, parce que les Coptes, donc l'église égyptienne, catholique, enfin l'église orthodoxe, les orthodoxes sont extrêmement présents également en Érythrée. Je crois qu'ils constituent 40% de la population. Certes, en Éthiopie, c'est la majorité de la population, les orthodoxes. Là, dans le cas d'Érythrée, c'est une grosse minorité. C'est vraiment une grosse minorité. À savoir que donc cette Érythrée va être rattachée sous une forme de fédération à l'Éthiopie, sous Haïlé Sélassié, donc l'empereur éthiopien, en 1952. En 1952, donc, il y a ce rattachement, il y a cette fédération qui donne l'illusion à un moment donné que l'Érythrée est une sorte de région autonome, un peu comme le Québec devient autonome au sein du Canada, qui reste une fédération, mais le Québec a avec sa langue différente. Voilà, sa langue différente, son drapeau, ses institutions. L'Érythrée, en 1952, a son drapeau, sa langue, ses institutions, et puis au fur et à mesure, la puissance éthiopienne va fragmenter ça et coloniser. Et ce qui était une fédération en 1952 va devenir purement une annexion 10 ans plus tard, en 1962.
La pratique du tigrania est interdite, la pratique de la langue arabe est interdite, le drapeau érythréen est interdit, tous les partis politiques sont interdits, forcément. Et ça va être le début d'une longue guerre d'indépendance. Une très très longue guerre d'indépendance. Tellement longue en fait que l'Érythrée va devenir officiellement indépendante en 1993. Ah oui, effectivement c'est récent. Voilà. Donc elle va être, quand elle est indépendante en 1993, elle va être présidée par Isaias Afwerki, qui est toujours au pouvoir actuellement. Okay. D'accord. L'Érythrée est une pure dictature militaire, avec des perspectives économiques très sombres pour des millions d'Érythréens, et peut-être pour les Parisiens qui nous écoutent, et qui vivent notamment à Porte de la Chapelle, Paris 18. Je pense que certains Parisiens n'ont pas oublié les longues tentes avec les réfugiés érythréens, qui donc, bon, la plupart, quand ils s'enfuient de l'Érythrée, partent au Yémen, partent au Soudan, en Somalie, en Éthiopie. D'autres essayent de partir en Europe, évidemment, mais la situation sur place est extrêmement dramatique, et le pays est probablement dans les 10 pays les plus pauvres du monde. Continent africain. Du monde, carrément. Du monde. Quant aux droits de l'homme, n'en parlons pas, Ouais, c'est une blague. L'excision est officiellement interdite, mais elle est massivement pratiquée. L'homosexualité est interdite avec des arrestations dès que c'est possible, ou avec expulsion d'étrangers suspectés d'être homosexuels. Donc le tableau n'est pas pas très joli. N'est pas joli, et c'est vrai qu'effectivement le pays est indépendant, mais c'est une dictature totalitaire. C'est vraiment considéré comme une dictature totalitaire, peut-être parmi les dernières, avec la Corée du Nord, peut-être. D'accord. Voilà. Donc voilà effectivement un constat assez sombre pour ce pays. C'est un constat assez sombre. C'est un pays, par exemple, il faut savoir que le service militaire est obligatoire pour les hommes et les femmes. Et ils ne peuvent pas se souscrire au service militaire parce qu'à l'issue de ce service militaire, ils ont un certificat d'État qui leur permet, qui leur donne l'autorisation d'ouvrir une entreprise, par exemple, d'avoir une ligne de téléphone portable à leur nom. Ah oui. Voilà. Ça va très loin. Ça va très loin. Ouais. Ça va très loin. En fait, ce service national ouvre les droits à la citoyenneté quelque part. Enfin, en tout cas, une partie de la citoyenneté. C'est exactement ça, parce que le président et tous ceux qui le soutiennent, l'élite qui le soutiennent, sont dans ce qu'on appelle le réflexe obsidional, c'est-à-dire le réflexe de pays assiégé. D'accord. Ils se sentent constamment en guerre. Et en même temps, ils ont mené une guerre longue, quand même, de 62 à 93. Sachant qu'en 98, pendant 2 ans, il y a eu à nouveau une guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée au niveau des frontières, et après il y a eu un cessez-le-feu. Donc c'est une région mouvementée. L'Éthiopie rêvait d'avoir accès à un véritable port sur la mer Rouge, et ça l'arrangeait que l'Érythrée soit rattachée à l'Éthiopie. Ce n'est pas le cas. Donc là on revient toujours à la même histoire dans les guerres. C'est pas simplement des histoires il y a un contexte géopolitique. Il y a un contexte géopolitique et d'accès aux ressources, bien sûr, comme partout. Quand on gratte, souvent, on s'aperçoit que quand même l'accès aux ressources est souvent la cause des dissensions entre des peuples. Alors, dans ce contexte-là, donc dans l'Éthiopie érythréenne du début des années 70, donc précisément le 4 août 70, vers 11h15, il va y avoir une sorte à Saladare, donc à 14 km au nord d'Asmara. Asmara est la capitale de l'Érythrée. Et alors, ce village compte combien d'habitants à l'époque? Très peu d'habitants, mais après, on est peut-être autour de 2000. Il faut dire que la densité est très forte, mais la démographie n'était pas énorme par rapport à l'Éthiopie. Voilà. La région était pauvre, voire misérable, mais il y avait quand même déjà des routes qui étaient sous-utilisées, ça c'était souvent, et c'est encore le cas maintenant, mais il y avait des routes, il y avait possibilité d'accéder à Saladare depuis Asmara.
Ce qui va se passer, donc, vers 11h15, les habitants sont mis en alerte par un objet étrange, une sorte de boule rouge, qui vient d'un bois, qui est à proximité de Saladar, et qui va survoler le village à très basse altitude, à tellement basse altitude qu'elle va tout raser sur son passage. D'accord. Elle va détruire les maisons, elle va déraciner des arbres, elle va s'arrêter à un pont un peu plus loin, elle va détruire le parapet du pont, le long de la trajectoire, là où elle passe, le goudron se met à fondre, et quand elle a atteint le pont, elle fait comme une sorte de marche arrière, et elle retourne de là où elle était. D'accord. Tout sur ça le même trajet. Sur le même trajet, tout se passe extrêmement vite. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe, et sachant que quand elle revient, qu'elle fait le trajet inverse, elle détruit encore, évidemment. Ouais. Donc il va y avoir énormément de bâtiments détruits, de maisons détruites, et il y aura une personne décédée, une fillette de 8 ans. Combien de personnes observent cet engin? Est-ce qu'on a une idée? Enfin, cet engin, cette chose. Cette chose, on peut penser qu'il y a facilement, 200, 300 personnes qui verront. D'accord. Ce qui fait beaucoup de témoins. Oui, pour un il y événement aura des insolite. témoins. C'est un événement insolite, ça va marquer les gens. On va revenir sur la façon dont quelque chose d'insolite comme ça peut marquer les gens, parce qu'on s'aperçoit des fois qu'une observation dite massive n'est pas forcément suivie d'effets sur le long terme. Ça c'est intéressant à soulever. Comme c'est une région assez pauvre, il y a des organisations, des ONG, pardon, tout un tas d'observateurs internationaux à l'époque qui pouvaient encore accéder à ce genre d'endroit. Qui vont venir pour effectivement aider les victimes. Mais il y avait même déjà quelqu'un de l'ONU qui était présent au dans le village. Oui, il n'a pas observé, mais il a pu prendre des photos. Et c'est un reporter italien également, puisque cette région du monde avait été colonisée par l'Italie et avait gardé des liens avec l'Italie. Et donc, un reporter italien va faire des photos. Il va faire quelques photos, 6 ou 7 photos. Elles vont sortir dans le journal, dans un journal particulier? Elles vont sortir dans un journal italien, effectivement. Elles ne vont pas apparaître dans d'autres médias à l'époque en Europe. Et ces photos vont être utilisées plus tard. Il y aura, je crois, 3 ou 4 photos qui vont être utilisées par Alan Hynek et Jacques Vallée. Donc Alan Hynek, le grand scientifique, qu'on ne présente plus, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ancien scientifique du projet Blue Book, exactement, qui a très vite compris qu'on menait les gens en bateau. Exactement. Et puis Jacques Vallée, donc intellectuel français, très souvent décrié pour ses hypothèses sur le sujet OVNI en général, et son implication, ses conséquences, en tout cas très connu au niveau international. Extrêmement connu. Rappelons que Jacques Vallée est le français, joué par François Truffaut, qui apparaît effectivement en Rencontre du troisième type, de Spielberg. Tout à fait, de Spielberg en 79. 77. 77, voilà, autant pour moi. Et donc, ces photos vont paraître dans cet ouvrage, qui est un ouvrage qui est très difficile à trouver maintenant, mais on recommande vraiment la lecture, qui est une série d'entretiens entre Jacques Vallée et Alan Hynek, sur la question OVNI et ses implications, donc qui date du début des années 80. Et cet ouvrage, j'oublie le titre, mais il a été traduit en français également. Mais il est très, très difficile à trouver. Et c'est dans cet ouvrage qu'il y aura donc 3-4 photos des maisons détruites par cet objet. Alors, à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, l'Érythrée est sous la coupe de l'Éthiopie. Donc quand il y a des choses importantes qui se passent, c'est pas à Asmara, qui est désormais la capitale actuelle, qu'on se tourne. C'est pas vers Asmara qu'on se tourne, c'est vers Addis Abeba. Bien sûr. Le gouvernement d'Addis Abeba donc, va envoyer effectivement des gens sur place, des émissaires sur place. Ils vont envoyer aussi des vivres, ils vont amener des vivres, ils vont essayer de faire réparer les dégâts, mais pour eux c'est un orage. C'est un éclair. C'est un éclair qui a détruit le village. Et chose intéressante, alors les gens du village vont être un peu stupéfaits parce que, en fait, il faisait un temps très clair ce jour-là.
Il était donc 11h15 quand ça s'est produit. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'orage, il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait rien de tout ça. Et ça, c'est très intéressant de resituer le contexte météorologique. Le temps était très bon. Bien sûr. Et on va retrouver la même attitude gouvernementale près de 10 ans plus tard, 10 ans plus tard même, le 9 septembre 1980, à Baridiam, au Sénégal, où, pareil, en pleine journée, un village au Sénégal est détruit par un engin qui vient de nulle part, qui détruit littéralement le village et qui repart. D'accord. Alors, quelle forme a cet engin ? Alors ça, on y reviendra dans un autre podcast. Mais ce qu'on en notera, c'est l'attitude du gouvernement qui va à nouveau, donc là, le gouvernement sénégalais, qui va expliquer que c'était une tornade. D'accord. Voilà. Par beau temps, évidemment. Par beau temps, évidemment, une tornade venue de nulle part. Surtout que les tornades sont un phénomène très courant au Sénégal. Voilà, comme les éclairs qui vont et qui reviennent sur leurs pas. Oui, c'est très courant. Il y a beaucoup de choses. Finalement, les gens sont idiots. Ils ne savent pas que ce genre de choses sont extrêmement courantes. De la même manière que on sait tous que Kenneth Arnold a vu des albatros en 1947. Et non pas des ovnis. Tout est... Voilà. Après les vessies pour des lanternes. Exactement. Bon, je pense que les auditeurs, ceux qui nous suivent en tout cas, ont compris qu'on était un peu ironique là-dessus. Cela dit, si on veut revenir sur cette apparition, effectivement, la première en 70, si on veut être l'avocat du diable, si on veut jouer à l'avocat du diable, on va se dire c'est un météore, pas un éclair, parce qu'effectivement c'est un petit peu trop caricatural, mais qu'est-ce qui pourrait, en gros, donner du grain à moudre aux ufologues, aux enquêteurs de terrain, pour se dire que finalement c'est un objet, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. On ne connaît aucune enquête, aucun démenti, aucune supposition sur le fait que cet objet aurait pu être un missile, par exemple, un missile russe. Dont on a retrouvé des traces, des artefacts, voilà. Rien n'a été retrouvé. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien. En tout cas, rien n'a été retrouvé. Est-ce qu'il y aurait effectivement eu un objet de fabrication humaine, un prototype, et que les gens n'auraient pas fait le moindre effort pour chercher les traces? On peut toujours le supposer, effectivement. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'Érythrée? Alors ça, après, c'est une grande question. Pourquoi un pays aussi pauvre, difficile d'accès, dans une région tourmentée? N'oublions pas qu'en 1970, à ce moment-là, il y a une guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Il y a des groupes révolutionnaires. Il y a des tensions. Et c'est quelque chose qu'on va souvent voir d'ailleurs dans les destructions de villages ou les attaques de villages. On remarque que ça intervient, mais on ne peut pas faire de causalité, on peut pas faire... ce serait ardu de faire une causalité, mais on peut dresser le constat quand même que ça arrive souvent dans des régions qui sont en tension. Parce que par exemple, les gens connaissent peut-être davantage les attaques qu'il y a eu donc, de 1977 à 1979 à Colares, au Brésil. Avec ces engins qui survolaient les maisons, il y avait des filets d'huile qui traversaient les toits. Des rayons qui ont été tirés, qui ont blessé un certain nombre de personnes. Mais cette région de Colares était dans une région qui était en tension avec le pouvoir à Brasilia. Il y avait des factions révolutionnaires qui étaient contre la dictature installée à Brasilia. Si on parle par exemple du Sénégal avec Baridiam, Baridiam est dans une région pauvre qui est constamment en colère avec le pouvoir central à Dakar. Donc, il n'y a pas là par contre de velléité indépendantiste ou sécessionniste comme avec la Casamance, mais il y a des tensions permanentes entre cette région mal développée, sous-développée. Les gens estiment que Dakar les méprise, ne prend pas en compte leurs aspirations. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe à Saladaré, il faut se tourner vers Addis Abeba et non vers Asmara. C'est à Addis où les choses se décident. Donc, à chaque fois, on parle de zones qui sont en tension et où il y a quelque chose d'étrange, d'insolite qui intervient. Alors, je rajouterais aussi que les cas sont fréquents d'observation d'engins dans le ciel lors de conflits militaires.
Voilà, on peut remonter à l'Empire romain, il y a beaucoup de choses qui ont été observées dans le ciel. On observait à l'époque des boucliers, enfin ce qu'on nommait des boucliers. Voilà, et c'est vrai que beaucoup survolaient des zones de bataille. On a aussi à l'esprit la fameuse observation de Constantin, empereur romain, qui avait dit que s'il gagnait la guerre qu'il menait à l'époque contre son opposant, eh bien il se convertirait au catholicisme. Bon. C'est comme ça que c'est devenu une religion d'État, puisque en fait il a observé une immense croix lumineuse dans le ciel, il a gagné la bataille, et de là vient l'expression par ce signe tu le vaincras, et effectivement l'Empire romain est devenu catholique. Ce qui a fait dire à Jacques Vallée que ce phénomène jouait sur nos consciences et que notre libre arbitre n'était peut-être pas aussi libre qu'on le pensait. Alors voilà, c'est là où effectivement on peut s'interroger sur les limites de la liberté humaine. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas derrière des intelligences qui manipuleraient, ou en tout cas influenceraient, de manière directe ou indirecte, l'humanité? Là, auquel cas, dans le cas de ce village de Saladar, on a l'impression davantage d'une forme de symptôme d'une situation d'un territoire en crise. Comme c'était dit tout à l'heure, effectivement, même récemment, pendant les conflits entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu des observations qui ont été faites. Et certains disent même qu'il y a eu des observations qui ont été faites dans la région d'Israël tout récemment. Bon, il faut faire attention ensuite à certaines vidéos sur les réseaux sociaux, pour faire du buzz, effectivement. C'est toujours la problématique. Je disais tout à l'heure que ce sont les Italiens un média italien qui a parlé de cette histoire. Ça n'a pas fait boule de neige en Europe. Il faut savoir que à ce moment-là, en début août 1970, par exemple à Paris, il y avait des très grandes manifestations féministes. D'accord. À ce moment-là, et c'était surtout ces manifestations qui monopolisaient, parce que c'est un phénomène nouveau, l'attention des médias. Et par ailleurs, au niveau international, il y a eu la négociation d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Égypte, organisée par, on peut dire, sous la houlette des États-Unis. Et je rajouterais, pour aller dans votre sens concernant le manque d'intérêt du phénomène OVNI à cette période-là, c'est qu'on sortait justement de la commission Condon, qui venait clôturer le fameux rapport Blue Book, la commission d'enquête, où on nous disait effectivement que finalement toutes ces histoires d'OVNI étaient que blagues, fumisteries, des personnes qui effectivement confondaient la Lune avec la planète Vénus ou un astéroïde. Bref, vaste fumisterie. Donc effectivement, les médias s'en sont désintéressés au tout début des années 70, et là on est en plein justement de cet événement en Érythrée. Ça va être très difficile à l'heure actuelle parce que la plupart des observateurs sont probablement morts. Donc ça va être très difficile dorénavant de savoir véritablement ce qui s'est Retrouver des témoins. De retrouver des témoins. Encore une fois, sauf les enfants peut-être de l'époque. Peut-être les enfants. La région est très difficile d'accès et puis, soyons honnêtes, je pense que beaucoup de gens ont d'autres priorités là-bas actuellement. Ouais, bien sûr. On disait que c'était une observation massive parce qu'à partir du moment où il y a une cinquantaine de maisons qui sont détruites, ça concerne les traces physiques. Voilà, ça concerne potentiellement, comme ce sont des familles nombreuses, etc. Ça concerne à tout casser entre 1000 et 3000 personnes, très facilement. Il y a des traces physiques, mais ça n'a pas eu d'impact au niveau national. Ça n'a pas eu d'impact, ça n'a pas changé de paradigme. Ça a peut-être changé un paradigme personnel pour les gens qui ont vécu ça, quelques personnes qui n'ont pas compris ce qui se passait et qui se sont peut-être interrogés. Mais ça n'a pas eu d'effet plus général. De même que ce qui s'est passé à Colares n'a pas eu d'effet sur le Brésil, la société brésilienne dans son ensemble, et encore moins. Alors je vais quand même nuancer votre propos, parce que le Brésil est quand même un pays qui est très ouvert à l'ufologie, qui a déjà été pas mal ouvert au niveau spiritualité par le fameux Allan Kardec, qui a entraîné effectivement un phénomène religieux très très fort au Brésil, qui est le spiritisme. Voilà. Et puis effectivement, il y a de nombreuses observations. C'est aussi ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs hotspots, points chauds effectivement au Brésil. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouverture à ce niveau-là.
Est-ce qu'en Érythrée, on connaît comme ça, en Érythrée, ou en tout cas sur l'Afrique de l'Est, est-ce qu'on connaît des points chauds, des hotspots en matière d'observation d'OVNI? Alors, certains, ce sont des traces extrêmement fragmentaires. Certains Italiens ont fait l'observation au-dessus des montagnes de lumière qui avaient des comportements assez atypiques. C'est des choses d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans d'autres régions. Et notamment les régions montagneuses. Les régions montagneuses. Donc ça, il y a eu souvent des observations atypiques au-dessus des montagnes. Très bien. Mais ça n'est pas allé plus loin, et il est possible pour la population également que... Il est tout à fait possible que des gens passent à côté d'une observation, c'est-à-dire qu'ils voient quelque chose mais qu'ils ne l'intègrent pas dans leur champ de vision, qu'ils ne le comprennent pas, comme ça ne rentre pas... Là, qu'est-ce qui s'est passé à Salaverry? Il y a une destruction. Et s'il n'y avait pas eu de destruction et que la boule s'était contentée de survoler sans détruire, si ça se trouve, les gens ne l'auraient pas remarqué. Les gens l'auraient vu, mais ne l'auraient pas intégré dans leur champ de vision et dans leur psyché. Et surtout, ça n'aurait pas intéressé un ufologue de renommée mondiale comme Joseph Allen Hynek. Non. Voilà, parce que là, on avait des traces physiques. Et justement, j'aimerais revenir sur cette histoire de traces physiques, puisque on sait que cet engin, cet objet, quel qu'il soit, à un moment donné, il a frôlé la route, il a fait fondre le goudron. Bon. Est-ce qu'il y a eu des études, est-ce qu'il y a eu du goudron qui a été récolté pour essayer de mesurer, voir si on avait des traces, je ne sais pas, de métal fondu, de quelque chose? À ma connaissance, il n'y a rien eu de tout ça. Et éventuellement, ceux qui auraient pu le faire, c'est-à-dire faire de la collecte, ça aurait été soit des Italiens ou les États-Unis qui avaient quelques bases, mais ce serait tout, et évidemment ils ne l'auraient jamais dit, ils ne l'auraient jamais fait savoir. Bien sûr. Et puis ça suppose aussi avoir des moyens sur place pour récolter du métal, enfin en tout cas du goudron fondu, et surtout avoir les capacités de l'analyser. Alors je ne sais pas s'il y avait des laboratoires d'analyse. Non. Alors ça c'est sûr, mais par contre ce qui aurait pu se passer, c'est comme au Brésil, où les États-Unis récupèrent du matériel et le font analyser ensuite chez eux. Voilà. Ça c'est tout à fait possible. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de laboratoire d'analyse de matériel quel qu'il soit, peu importe que ça soit du matériel qui appartienne à des aliens ou à des Russes. C'est pas ça la question. On a des analyses en tout cas. Mais en tout cas d'analyse fiable, à ma connaissance, il n'y avait pas. D'accord. Okay. Je dis bien à ma connaissance, mais c'est un travail très très compliqué de comprendre le contexte éthiopien et érythréen des années 70. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de sources qui n'ont pas non plus été numérisées. Oui, bien sûr. Donc peut-être perdues à jamais. Qui sont perdues à jamais, en langue locale, donc non traduites. Il faudrait les traduire, mais déjà pour pouvoir les traduire, il faudrait y avoir accès. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent on s'aperçoit que les UAP ou les OVNI, comme on les appelle, on appelle ça UAP maintenant, mais quand ils manifestent une violence, une vraie violence, parce que là c'est une violence. Alors juste une nuance, UAP c'est le vocable anglais, en France on parlerait de pan. Le phénomène n'a rien en identifié. C'est ça. Ces phénomènes ou ces gens qui les pilotent, je sais pas, parce que phénomène c'est toujours un peu embêtant. C'est un vocable qui a tendance à neutraliser les choses. Alors peut-être ça fait plaisir aux sceptiques, sûrement même, mais peut-être qu'on passe à côté de quelque chose en neutralisant les choses comme ça. Il y a eu la destruction d'un village. Voilà. Alors certains peuvent toujours dire oui. C'est pas volontaire. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi non seulement, bon évidemment ça n'a pas changé le paradigme des habitants et de la société érythréenne. Non. Je suis sûr que 99% des Érythréens actuellement ne savent pas ce qui s'est passé à Salaverry. Oui, parce que ça fait maintenant 53 ans. Je suis sûr qu'il n'y a rien là-dessus. Et effectivement, après la mémoire se perd, et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a quand même d'autres urgences en ce moment. Exactement. Si on rajoute à ça, par exemple, alors on a quelques Éthiopiens, notamment de la diaspora, qui s'intéressent à ce genre de sujet, mais sur le ton un peu sceptique et blagueur,
en disant notamment que comme l'Éthiopie s'occidentalise, elle va avoir son lot d'ovnis. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que il y a pas mal d'Africains qui considèrent que les ovnis, c'est quelque chose d'occidental. Que ça ne peut pas arriver chez eux. Il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est quelque chose qui revient souvent chez certains Africains. C'est une affaire d'occidentaux, que c'est une affaire de blancs, c'est un lien avec le développement. Et en fait, c'est ce qui me fait dire que tout à l'heure, quand j'ai dit que peut-être des gens voient des choses mais qui n'ont pas intégré ça, il est tout à fait possible que ceux qui disent ça ont peut-être vu des choses ou leurs ancêtres ont vu des choses, mais qui n'ont pas su comprendre ce que c'était. Voilà. Et c'était justement le but de ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas, en Éthiopie, en Érythrée et les pays voisins, un folklore, des légendes qui colportent des choses qui seraient similaires, des choses qui volent dans le ciel, des esprits? Je pense que c'est possible, parce que je constate quand même, par exemple, au Gabon, il y a une vieille légende sur un notable d'un village qui s'enfuit dans un oiseau de fer. Ah, alors ça c'est très intéressant, effectivement. Cet oiseau de fer que l'on retrouve dans d'autres régions, par exemple de l'actuelle République démocratique du Congo, dans des vieux contes, mais vraiment de très très vieux contes. Ouais. Il y aurait quelque chose d'intéressant du côté de l'Éthiopie, c'est que certes en Afrique centrale par exemple, il n'y avait pas d'écrit, c'est la transmission orale. Mais en Éthiopie, il y a l'écriture. Ouais. Donc peut-être qu'il y a effectivement des choses et qu'il faudrait prendre le temps de lire, y compris dans certains textes religieux, et peut-être que là on trouverait des éléments qui feraient écho. Bon, tout en faisant attention à ne pas céder au biais de confirmation, c'est toujours la même histoire. On a envie de voir ce qu'on a envie de voir, donc ça c'est toujours un peu compliqué, et en même temps c'est naturel. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait des choses très très anciennes. Et c'est le sens justement d'un ouvrage qui s'appelle Magonia, écrit par Jacques Vallée, oui, où effectivement il investigue tout un pan de nos histoires, de notre folklore, alors plutôt européen pour le coup, chose qu'il connaît bien, où effectivement on nous parle peut-être de visites extraterrestres, osons le terme, à d'autres époques. Voilà, simplement les baptiser autrement, fées, démons, etc. Fées, trolls. Oui, bien sûr, nains. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous fait rebondir sur un... je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était dans les années 70 aux États-Unis. Il y avait, donc c'était des ouvriers à proximité d'une forêt, et les ouvriers étaient essentiellement des latinos, je crois des Mexicains. Et ils ont vu un engin arriver et soulever un élan. D'accord. Et repartir. Et ils ont été profondément affectés, terrifiés, bouleversés. Et lorsque on leur a posé la question, certains ont dit c'est quelque chose de très ancien. D'accord. Cette histoire des choses anciennes, c'est quelque chose qu'on observe aussi également en Afrique. J'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes et ils disaient en fait oui, on a des choses comme ça, mais ce sont des choses très anciennes. Voilà, il y a souvent un rapport au temps qui est particulier. Un phénomène similaire à notre époque, simplement notre époque est développée technologiquement. Effectivement, on va lui donner plutôt l'image d'engins spatiaux développés. Alors que dans le passé, évidemment, on n'avait pas ces références-là, techniques. Non. Donc, on parlait de magie. On parlait peut-être de diables, d'anges, suivant les religions, évidemment, de lutins, de nains, de fées, de ce que l'on veut, de navires aériens. Voilà, il y a toute une littérature sur le sujet. Il y a tout un tas d'études que je connais bien. Donc, effectivement, voilà, il y a un contexte culturel qui a évolué avec le temps, avec l'évolution technologique de notre société, bien entendu. Donc voilà, donc là on pourrait l'appliquer aussi aux observations en Afrique, selon vous? Je pense qu'on peut l'appliquer et je pense qu'on va l'appliquer de plus en plus. Parce qu'on a une époque où il y a énormément de changements ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, c'est de voir que beaucoup d'Africains étaient déjà au courant de... alors, moi j'ai commencé mes travaux avant David Grush, donc le vétéran qui a parlé sous serment en juillet dernier, mais ils étaient déjà au courant par exemple du rapport du Pentagone avec les 144 cas inexpliqués,
Une revue comme Jeune Afrique, qui est pourtant est plutôt située, enfin, parle plutôt d'économie et de changement politique, a commencé à aborder aussi cette question-là. Certains éditorialistes africains ont commencé à aborder cette question-là. C'est récent, ça, de quelle année? C'est très récent. Je pense qu'on peut parler de 2-3 ans. Là. D'accord. Vraiment, c'est post-Covid. Ok. C'est post-Covid. Là, récemment, Jeune Afrique a fait un article sur le Maroc, les ovnis au Maroc. D'accord. D'après le livre de Gérard Lebas? Non, le livre, je ne pense pas que le livre est cité dans l'article. Il faudrait vérifier, mais il ne me semble pas qu'il est cité, mais il est tout à fait possible qu'il ait servi de base et qu'il n'ait pas été cité. Crédité, voilà. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a une prise de conscience avec une hostilité, comme partout d'ailleurs. Là, en ce moment, il y a une prise de conscience générale qu'il y a peut-être quelque chose, mais il y a aussi une hostilité à cette hypothèse qui est encore plus forte, effectivement, parce que cette hypothèse devient de plus en plus tangible, tout simplement. Et puis populaire aussi. Et populaire. Et populaire. Mais pour revenir, c'est vrai qu'effectivement, Joël Ménard, paix à son âme, donc, qui était le fondateur des Lumières dans la nuit, s'interrogeait sur le peu d'impact que ces événements avaient non seulement sur les sociétés environnantes, mais y compris dans la communauté ufologique. C'est vrai que finalement, beaucoup de gens de l'ufologie, moi je ne suis pas ufologue, mais de ce qu'on appelle ce courant ufologique, ne connaissent pas ni la destruction du village de Baridiam, ni la destruction du village de Saladar. Je confirme. Ils ne connaissent pas non plus, c'est une histoire extrêmement sordide, ça je reviendrai dans un autre podcast, ils ne connaissent pas la destruction d'un village au Kenya, en 1950. Ouais, donc beaucoup plus ancien. Beaucoup plus ancien, où tout le monde est mort. D'accord. À l'exception d'un jeune berger. Qui n'était pas présent, j'imagine. Qui a vu la scène et qui a pu s'enfuir à temps. Et dont le témoignage avait été pris en compte par les autorités de Nairobi. Et on n'avait jamais, qui était encore une colonie britannique. Ouais. Et on n'a jamais pu dire que c'était un canular. Il n'a jamais été possible de dire que c'était un canular. Et c'est combien de morts à l'époque à peu près? Je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais c'est l'équivalent d'un petit village kenyan. D'accord. Voilà, c'est vraiment une histoire extrêmement sordide. On y reviendra. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce silence malgré les informations. Alors pour le Kenya, il n'y avait pas vraiment d'informations disponibles, c'était au compte-gouttes, mais sur Saladar et sur Colares ou sur Baridiam, on a des informations, et pourtant il y a un silence malgré tout, comme si il y avait une gêne, je pense, également. Je crois que d'abord il y a la difficulté d'ingérer ce genre d'informations. Je confirme. Un mélange de peur, de perplexité, ce qui est naturel, et qui contredit peut-être aussi une partie du milieu ufologique a été animée par une certaine doxa. Comme tous les milieux, il y a des doxas. Et la doxa, c'était souvent, si les extraterrestres viennent voir des centrales nucléaires, c'est parce qu'ils veulent qu'on arrête. C'est un peu facile comme raisonnement. Voilà. C'est pas aussi sûr. Si des extraterrestres désactivent un barrage, c'est qu'ils veulent qu'on arrête d'utiliser les ressources naturelles. Bon, il y a une vision assez angélique. Oui, c'est ça. On est toujours dans les grands frères de l'espace des années 50. Et ça n'a pas beaucoup changé. Sauf depuis les années 80. Voilà. Oui, ça change. Les années 80, on parlait des petits gris et des envahisseurs. Les envahisseurs, et puis bon, effectivement, des gens comme Lou Elizondo et compagnie ont mis en garde que c'était beaucoup plus complexe que ça. Même David Rush récemment dans les interviews a dit la même chose. Et tout ufologue de ce nom sait que le dossier est complexe. Il est complexe. On peut avec pas réduire ça des contradictions. Avec plein de contradictions. On ne peut pas réduire ça aux grands frères de l'espace sympathiques qui viennent nous aider à grandir. Ni seulement à des méchants aliens venant nous envahir. Non, c'est extrêmement complexe. Et puis, alors c'est vrai, il y avait aussi une hypothèse assez populaire de Gaïa, qui voudrait que Gaïa se défend. Gaïa, donc notre Terre, se défend. Le problème, c'est qu'elle se défend, mais les victimes ne sont pas celles qu'on croit, qui devraient. C'est pas finalement pas les responsables qui payent. Voilà, écologiques et autres. Non, c'est pas celui qui fait pas attention à une mer pétrolière ou
au saccage d'une rivière par des polluants chimiques. Ouais, c'est pas lui qui paye. Là, qu'est-ce qui paye? À Asmara, c'est une petite fillette de 8 ans qui meurt. Dans un village, dans une région sous-développée, ou misérable, il faut dire les choses telles qu'elles sont, misérable dans les années 70, en proie à des guerres. Au Brésil, dans le nord-est, à Colares, la plupart des gens sont analphabètes. Ils ont du mal, ils vivent de la pêche, parce que s'il n'y a pas de pêche, ils crèvent. Il n'y a pas d'électricité à l'époque, à Colares. Il n'y a pas d'eau courante. D'ailleurs, c'est pareil pour Asmara. C'est pareil pour Baridiam. À l'époque, il n'y a pas d'eau courante et il n'y a pas d'électricité. On peut même aller plus loin. Si, par exemple, on va pour ce qui s'est passé donc, au Kentucky avec cette famille attaquée à Kelly-Omskiville dans les années 50. 55. Le Kentucky des années 50 n'est pas une région flamboyante. Non. Et d'ailleurs, la famille, on s'aperçoit que c'est une famille très très pauvre, qui n'a pas beaucoup de meubles, qui n'a pas beaucoup de biens, qui a une instruction limitée. Ils sont extrêmement croyants, extrêmement croyants, c'est des protestants, qui sont à des années-lumière de tout ce qui est OVNI, compagnie, aliens. C'est pas leur culture. Ça ne rentre pas dans leur culture. Pourquoi eux, ils paieraient? Et pourquoi cette espèce de point commun entre toutes ces familles qui sont pauvres, qui vivent dans des pays, alors, ou des agriculteurs, et souvent des agriculteurs. Ça c'est intéressant. Il y aura un cas en 54 dans le Maine-et-Loire, dans la ville de Blaison, c'est pareil. Si vous allez à Blaison maintenant, la plupart des gens, je pense, ne sont pas au courant de cette histoire. C'est arrivé à Madame Beignet, Besnier, et Madame Beignet, donc, le Maine-et-Loire n'était pas une région très pauvre, mais enfin c'était la fin de la guerre. C'était pas l'Île-de-France non plus. C'était pas l'Île-de-France, et puis à l'époque, la région se remettait de la guerre. 54, enfin les hivers étaient très durs. On recrée les infrastructures. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'endroit où dormir. Enfin, les conditions ne sont pas faciles, y compris dans les campagnes françaises. Et cette dame-là va avoir affaire à des êtres, donc elle va avoir un engin et elle va avoir affaire à des êtres petits, à la peau plutôt jaune, avec des très gros yeux, et qui vont lui arracher les oignons qu'elle a dans son cabas, son sac, devant la ferme où elle est. Et elle va avoir, sous le choc, elle va se battre, même si elle est terrifiée, elle va se battre, elle va tomber, et quand elle se réveille, elle voit une soucoupe s'éloigner, elle ne sait pas combien de temps s'est écoulé, et elle va souffrir de tremblements et de terreur nocturne, de tremblements, de fièvre. Aujourd'hui, on parlerait d'un choc, d'un traumatisme. Tout à fait, pendant plusieurs jours. Elle va être au lit, elle va être alitée pendant plusieurs jours. Et à l'époque, d'ailleurs, les gens du coin ne se moquent pas d'elle, parce que Madame Beignet a la réputation d'être une personne extrêmement sérieuse. Voilà. Donc, on revient encore, que ce soit pour la France, pour les États-Unis, on ne parle pas de grandes villes surdéveloppées, on ne parle pas de communautés prospères, très prospères. On parle toujours de gens, de communautés plutôt isolées, de gens simples, et avec des gens simples, très croyants, très croyants. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient. Et c'est intéressant justement ce point commun, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les personnes, quelles que soient les zones du monde où elles vivent des choses extraordinaires, ce ne sont pas du tout des décideurs, des politiques, des gens des hautes sphères, ce qu'on appelle l'élite économique. Absolument pas. Voilà, on est tout à fait au contraire. Et ça, c'est intéressant, parce que ce phénomène, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, il est en train justement d'influer profondément sur la culture populaire. Alors c'est un mouvement très lent. Et peut-être même contre l'élite. Et peut-être contre l'élite, effectivement. Parce qu'on s'aperçoit que partout où ça se passe, à chaque fois, les élites locales, les gens qui sont en position de décider, nient ce qui s'est passé. C'est ça. Que ce soit à Addis Abeba, que ce soit à Dakar, ou que ce soit à Brasilia, ils nient ce qui s'est passé. Pour Brasilia, au début, Colares, ça va être une psychose collective. Pour Dakar et pour Addis Abeba, ce qui va se passer, dans un cas, c'est un éclair, et dans un autre cas, c'est une tornade. Donc on est vraiment dans un mouvement de fond, depuis déjà un certain temps. Allez, on peut dire depuis 1947, si on prend l'histoire officielle de l'ufologie, mais on sait très bien c'est beaucoup plus ancien. Évidemment, et que l'humanité, depuis
allez, j'utilise un cliché, on va dire pilote des temps, et impressionné par des choses qui viennent du ciel, par des êtres aussi, de nature inconnue, qui impressionnent justement les humains que nous sommes, voilà, de petite taille, de taille normale, enfin normale, la nôtre, ou de grande taille. On a un peu de tout, des êtres qui nous ressemblent, des êtres plus monstrueux, en tout cas qualifiés de monstrueux. Et tout ça génère justement une culture populaire, encore une fois, mais qui est transmise par les élites. Donc les clercs, pour l'Europe par exemple, pendant le Moyen-Âge, les seuls qui savent écrire, et c'est le cas dans d'autres pays également. Les seuls qui savent écrire et les seuls qui sont capables de modifier à leur guise si ça ne leur plaît pas. Exactement, tout à fait. Ils peuvent réécrire, ce qui ne les arrange pas puisqu'ils sont en position de décider. Ils l'ont été pendant longtemps. Et d'ailleurs, on le voit bien maintenant avec les nouveaux modes d'expression et la diversité des médias et le fait que des gens peuvent avoir leurs propres médias, que c'est beaucoup plus compliqué pour les élites puisque maintenant la principale, enfin la posture, c'est de chasser ce qu'on appelle la fake news, la fausse info. Le phénomène de censure sur tous ces médias, ces nouveaux médias. Ça, c'est effectivement un vrai sujet. Je dirais que pour finir, bon, j'encouragerais les gens à lire l'ouvrage Affrontement extraterrestre de Joël Ménard chez le Mercure Dauphinois qui a été paru en 2021. Très bon auteur. Très bon auteur. On peut lire ses autres ouvrages également. Ses autres ouvrages sont de très bonne qualité. Il a fait un travail énorme, vraiment énorme, sur tout le territoire français, tout en ayant un point de vue, une observation du monde entier. Et il a même essayé lui-même de faire des sortes de recoupement de l'information et de voir un petit peu s'il y avait des points communs qui se dégageaient. Il n'a pas été le seul évidemment, mais il a été extrêmement productif de façon intensive. On va dire qu'il y a consacré toute sa vie. Oui, bien sûr. C'est peut-être l'un des rares, entre guillemets, ufologues qui a vécu de ça, ou en tout cas qui a fait une revue, Lumière dans la nuit, qui encore maintenant est mythique et qui est reprise maintenant par Jean-Louis Lagneau, qui est son digne successeur et qui se bat pour faire survivre cette revue. Il le faut. Donc je recommande la lecture de cet ouvrage. Si vous trouvez sur eBay ou sur Price Minister les échanges entre Alan Hynek et Jacques Vallée, n'hésitez pas. Ce que je ferai, je mettrai à votre disposition, si je trouve des liens, je les mettrai dans le descriptif du podcast. Merci Stéphane Royer. Merci Alexander pour toutes ces explications claires et intéressantes. Mais voilà, et merci à vous de nous suivre pour cette première vidéo de la chaîne UAP Afrique. Au revoir. Au revoir.